La Première Guerre mondiale, un conflit immense d'apparence inévitable qui va embraser d'abord l'Europe et ensuite le monde entier. On a vu précédemment à quel point il y avait différents impérialismes qui rivalisaient les uns avec les autres en Europe au début du 20e siècle. On a vu également que ces différentes nations, ces différents empires s'alliaient les uns avec les autres contre les autres, contribuant à créer une situation de plus en plus explosive. À l'aube de la Première Guerre mondiale, il suffisait d'une simple étincelle pour faire éclater le conflit à l'ensemble de l'Europe. Et cette étincelle va avoir lieu le 27 juin 1914 à Sarajevo. En effet, c'est le jour où l'héritier de l'Empire austro-hongrois va visiter la ville de Sarajevo. L'héritier en question s'appelait François Ferdinand. Donc, c'est lui qui était censé éventuellement hériter du trône de l'Autriche. Or, lors de cette visite à Sarajevo, il est assassiné par un étudiant nationaliste serbe. Alors, juste pour vous donner une idée, rappelez-vous que la Serbie, d'où vient cet étudiant, est un territoire qui est convoité à la fois par l'Autriche et par la Russie. Alors, imaginez si un président américain était en visite sur les bords de la frontière canadienne et qu'il était assassiné par un étudiant québécois. Imaginez les conflits qui ressortiront à ce moment-là entre les États-Unis et le Canada. Alors, c'est une situation un peu semblable qui arrive entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Alors, l'Autriche-Hongrie, qui convoite justement la Serbie, veut et qui veut renforcer son contrôle sur la région, envoie un ultimatum à la Serbie. Et elle va faire exprès pour que cet ultimatum soit inacceptable. Alors, on demande énormément de concessions à la Serbie, des concessions qui menacent son autorité, qui menacent sa souveraineté. Alors, la Serbie, qui se sent pas en situation de négocier, va accepter presque tous les points, sauf un. Et l'Autriche-Hongrie va tirer argument de ce refus, un refus pourtant assez naturel, pour déclarer la guerre à la Serbie. Alors donc évidemment, si l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, c'est essentiellement dans le but de s'emparer de son territoire. Sauf que l'Autriche-Hongrie n'est pas la seule à convoiter la Serbie. La Russie aussi la convoite. Et de ce fait, la Russie entre dans le décor pour appuyer la Serbie. Alors évidemment, ce n'est pas tant que les Russes adorent les Serbes et veulent les considérer comme des frères, même si c'est l'essentiel de leur discours, c'est que la Russie, elle aussi, convoite son territoire. Alors donc, on sent déjà une opposition directe entre l'Autriche et la Russie. Or, l'Autriche-Hongrie n'est pas seule dans le décor, elle a une alliée très importante qui est l'Allemagne. Alors l'Allemagne qui sait que la guerre s'en vient éventuellement et qui se dit vaut mieux frapper très vite et très fort tout de suite pour éventuellement gagner cette guerre. Alors l'Allemagne se met aux côtés de l'Autriche-Hongrie et déclare la guerre à la Russie. Et comme elle sait que la Russie est alliée à la France, elle déclare également la guerre à la France. Alors, le conflit se répand déjà entre plusieurs pays, donc Russie, France vis-à-vis Autriche-Hongrie et Allemagne. Et l'Allemagne a l'intention de frapper très rapidement. Sauf qu'il y a déjà quelques années que la France se prépare à une guerre contre l'Allemagne. Alors évidemment, aussi bien dire que la frontière entre les deux pays est déjà renforcée par de nombreuses armées. L'Allemagne en est consciente. Aussi, elle va décider d'éviter la frontière française et attaquer la France par un chemin détourné. C'est que l'Allemagne va décider d'envahir la Belgique. La Belgique qui est le pays au nord de la France et qui est à cette époque-là neutre et qui est aussi surtout moins forte que la France. Alors le calcul des Allemands est le suivant, c'est qu'en attaquant la Belgique qui ne s'y attend pas, alors on pourra ensuite traverser la frontière entre la Belgique et la France qui est beaucoup moins défendue et ainsi prendre les Français à revers et les surprendre et éventuellement peut-être gagner la guerre. Donc l'Allemagne envahit la Belgique.
Évidemment, c'est un acte illégal selon les conventions de l'époque, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre dans un premier temps, et d'autre part, la Belgique est neutre et n'a rien à voir dans ce conflit. Alors donc, l'Allemagne envahit la Belgique et pour se rapprocher militairement de la France. Évidemment, l'Angleterre, qui est très consciente des motivations de l'Allemagne et qui, de toute façon, est alliée à la France, eh bien, l'Angleterre va se montrer ultérée de cette violation du territoire de la Belgique et va, à son tour, déclarer la guerre à l'Allemagne. Alors donc, soudainement, en dedans de quelques jours seulement, l'ensemble des puissances qui comptent en Europe vont se déclarer la guerre mutuellement. Et évidemment, à cette époque-là, on sait comment ça commence, alors tout le monde s'attend à ce que la guerre soit courte, mais tout le monde sera détrompé assez vite. Alors, c'est en septembre que la plupart des offensives vont être lancées. Alors, la France attaque l'Allemagne en Alsace, tandis que les Allemands envahissent la Belgique, qui est neutre, et pénètrent ensuite sur les territoires français. À l'Est, à peu près au même moment, les Russes pénètrent en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Alors, l'avancée allemande en France est fulgurante, parce qu'ils attaquent à un endroit où est-ce que les Français ne s'y attendaient pas. Alors, les Allemands arrivent à 40 km de Paris, obligeant le gouvernement à se replier sur Bordeaux. Alors, les Français finissent par contre-attaquer. Alors, ils vont même éventuellement réquisitionner 1100 taxis à Paris pour ramener rapidement sur le front des soldats pour faire face à la menace allemande. Et donc, éventuellement, après ces différentes prises de position, le front va se stabiliser et les combattants vont s'enterrer dans des tranchées pour se protéger. Et au même moment où à peu près, à l'Est, l'Allemagne avance et les Russes perdent rapidement du terrain. Ils perdent entre autres l'ancien royaume de Pologne. Alors ça va très mal pour les Russes. Alors les différents fronts se stabilisent au cours des débuts de cette guerre-là et la guerre change de nature et devient cesse d'être une guerre Hitler, qui était la guerre prévue, pour devenir une guerre d'usure sur le long terme. Alors on commence sur un mode très rapide et éventuellement la guerre va s'éterniser. Ainsi, la Première Guerre mondiale, qui était une guerre Hitler au tout début, devient une guerre d'opposition à partir de 1915. Alors, pour ces différents pays impliqués dans la guerre, il a fallu s'adapter pour la plupart aux nouvelles conditions de guerre. Le matériel change, les chars blindés font leur apparition, mais également l'emploi de gaz toxiques, le fameux gaz moutarde qui provoque la cécité et qui provoque beaucoup de dommages au niveau de l'épiderme. Alors, ce maintien des positions dans les tranchées s'accompagne aussi, de façon ponctuelle, d'offensives meurtrières dont la portée stratégique est cependant limitée. Alors, beaucoup d'attaques qui sont extrêmement meurtrières, mais qui donnent à peu près rien au niveau stratégique. Juste pour nous donner une idée, les offensives françaises en 1915 coûtent la vie à pas moins de 350 000 soldats. La bataille de Verdun, à elle seule, menée par les Allemands, fait 300 000 morts et 400 000 blessés en seulement 7 mois pour des gains territoriaux extrêmement limités. Au travers de tout ça, de nouveaux pays entrent en guerre. L'Italie et la Roumanie, qui étaient restés neutres jusqu'alors, s'allient aux pays de l'Entente, alors s'allient à la France et à l'Angleterre et à la Russie. Alors que la Bulgarie, elle, se joint à la Triple Alliance, donc aux côtés des Allemands et des Autrichiens. Et l'année 1917 marque un tournant, parce qu'en février, puis en octobre, la Russie est secouée par 2 révolutions qui vont la conduire à se retirer du conflit en signant une paix séparée le 3 mars 1918. Ainsi donc, à partir de 1917, les Français et les Anglais vont devoir se passer des Russes face à la menace allemande et autrichienne. Évidemment, dans ce contexte, on comprendra que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, non seulement pour ceux qui restent dans les villes, qui travaillent dans les usines et qui doivent vivre avec les privations qu'occasionne la guerre, mais également au sein des armées. En effet, l'usure des troupes commence à se faire sentir de plus en plus. Les conditions de vie de plus en plus difficiles, ainsi que certaines défaites s'accompagnent de mouvements de mutinerie. C'est le cas notamment de l'armée française, notamment après l'échec de l'offensive du chemin des Dames qui coûte la vie à 30 000 soldats français en seulement 48 heures. Alors, suite à ça, de nombreuses mutineries ont cours sur le front français.
La nomination du général Pétain à la tête de l'armée française va permettre à la situation de s'améliorer avec l'amélioration des conditions de vie des soldats et l'arrêt de certaines offensives. Mais à l'arrière, il y a aussi les grèves qui éclatent, que ce soit en Angleterre, en France et en Allemagne. Des grèves qui sont accompagnées souvent par le renouveau des mouvements pacifistes qui provoquent en France la fin de l'Union sacrée. Autrement dit, les choses vont extrêmement mal en Europe en 1917. Cela dit, fait marquant de cette année, en avril 1917, après 3 ans d'isolationnisme sans faille, les États-Unis finissent par entrer en guerre, contribuant à ce moment-là à changer la situation du tout au tout. Jusqu'alors, les Américains s'étaient tenus très loin de cette guerre, du moins militairement parlant. C'est que les Américains, il ne faut pas se le cacher, n'ont aucun intérêt pour la question serbe, la question de l'assassinat à Sarajevo ou la possession du territoire serbe, tout ça. Alors, les Américains, pour ces raisons, sont restés neutres politiquement et militairement. Néanmoins, même si la Première Guerre mondiale ne les intéresse pas d'un point de vue politique ou d'un point de vue militaire, c'est aux yeux des Américains une occasion d'affaires. N'oublions pas que les États-Unis sont un pays industriel, un pays commerçant. Alors, justement, en Europe, il y a plein de pays qui sont pris dans le conflit et qui ont d'énormes besoins. Des besoins en armement, des besoins en munitions, en textiles, en nourriture de toutes sortes, en médicaments. Alors donc, ils ont l'occasion, les Américains, de leur fournir tout ce matériel-là. Donc, ce sont autant d'occasions d'affaires pour eux. Alors donc, les Américains, au début du conflit, sont prêts à vendre à tous les pays, peu importe lesquels, en autant qu'ils soient prêts à payer comptant et à transporter eux-mêmes la marchandise. Pourquoi payer comptant? Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait la guerre, on finit par s'endetter et on veut être sûr que tous ces clients-là paye comptant pour être sûr de ne pas d'être capable de payer l'ensemble de ce qu'ils doivent aux États-Unis. Et d'autre part, on veut qu'ils transportent eux-mêmes la marchandise parce qu'évidemment, toutes ces marchandises risquent d'être attaquées, tous ces convois risquent d'être attaqués par les ennemis des clients en question. Donc, pour éviter toute cette chose-là, ils doivent transporter eux-mêmes la marchandise que les Américains leur auront vendue. Alors donc, évidemment, on comprendra que pour l'industrie et l'agriculture américaine, c'est là une affaire en or. Alors, les États-Unis, les hommes d'affaires américains vont s'enrichir considérablement au début de la Première Guerre mondiale. Donc, dès 1914, les États-Unis vont vendre à l'Europe des munitions, du matériel de guerre, des vivres, des médicaments, du fer, de l'acier, de la viande, du blé, du sucre, du coton et j'en passe. Mais rapidement, les belligérants européens se rendent compte que la guerre va être longue. Ils ne peuvent plus payer comptant, donc ils commencent à manquer de liquidité. Alors les États-Unis, voyant qu'il y a quand même des occasions d'affaires dans tout ça, vont commencer à consentir à des prêts aux pays acheteurs. Ils vont même commencer à faire les livraisons eux-mêmes avec leurs propres navires. Cela dit, à partir du moment où les Américains transportent eux-mêmes leurs marchandises, ça devient de plus en plus compliqué de faire affaire aux pays centraux comme l'Allemagne ou l'Autriche. Pourquoi? Parce qu'il faut passer à proximité de la France et de l'Angleterre, les ennemis des pays centraux, et la France et l'Angleterre risquent de torpiller les navires américains pour les empêcher de ravitailler leurs ennemis. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les Américains transportent eux-mêmes les marchandises, ils vont faire affaire surtout à l'Angleterre et à ses alliés et éviter de faire du commerce avec les Allemands et les Autrichiens. Sauf que la guerre continue à durer et durer encore. Et dès 1916, des financiers américains et des hommes d'affaires vont commencer à s'inquiéter de la tournure de la guerre. Si jamais l'Angleterre et la France perdent cette guerre, ils ne seront plus en mesure de rembourser les prêts qu'on leur a accordés. Et donc, pour les financiers, c'est une source de danger. Alors, leurs profits sont menacés. Alors, les financiers et les hommes d'affaires américains vont faire de plus en plus pression sur le gouvernement américain pour qu'il entre en guerre du côté des Alliés, pour protéger les intérêts américains. Alors donc, on veut toucher les prêts qu'on a faits aux Alliés et on sait qu'ils ne pourront rembourser que s'ils gagnent la guerre et qu'ils font payer les perdants.
Donc, le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, dirige de plus en plus le pays vers la guerre en préparant les esprits. Alors, il va mettre sur pied un comité d'information pour susciter l'esprit de guerre au moyen de propagande. Alors, la guerre commence de plus en plus à être perçue, montrée comme une croisade, une mission sacrée pour sauver l'Angleterre et sa civilisation. Alors, cette propagande dure pendant 1 an. Alors, on essaie de convaincre le peuple américain que l'intervention américaine serait une bonne chose. Mais si le Congrès américain est disposé à voter une déclaration de guerre, le peuple américain, de son côté, n'a pas du tout envie d'aller se battre en Europe. Alors donc, on n'a pas envie d'envoyer des jeunes gens en Europe se faire tuer pour sauver la cause anglaise ou la cause française. Alors, pour le gouvernement américain, il est essentiel, si on veut amener le peuple à accepter la guerre, il est essentiel de trouver des prétextes. Alors, on va en trouver 3 principaux. En fait, depuis février 1917, les Allemands, qui sont les seuls à posséder des sous-marins à l'époque, vont les utiliser de plus en plus pour attaquer les navires qui se dirigent vers l'Angleterre, sans se soucier de la neutralité des navires concernés. Alors, 3 navires américains vont être coulés lors de cette période-là, entre février et mars 1917. Alors donc, tout ça va contribuer déjà à mécontenter le peuple américain. Donc, on a coulé des navires américains. Évidemment, si on se place du côté des Allemands, ces navires transportaient des munitions pour aider les ennemis des Allemands. Donc, évidemment, il y a 2 côtés par lesquels on peut voir cette situation-là. D'autre part, un autre événement va venir au secours du président des États-Unis pour l'aider à convaincre les Américains d'entrer dans le conflit mondial. Il s'agit de l'affaire du télégramme Zimmermann. Qu'est-ce que c'est au jeu? C'est que les services secrets américains auraient intercepté un télégramme en provenance de l'Allemagne, émis par le ministre des Affaires étrangères, donc Zimmermann. Alors Zimmermann aurait essayé d'envoyer un télégramme à Mexico, donc au Mexique, pour convaincre celui-ci d'attaquer les Américains par le Texas. Rappelez-vous que les relations n'étaient pas si bonnes entre les États-Unis et le Mexique. À l'époque, il y avait eu une guerre auparavant où est-ce que les États-Unis s'étaient emparés de beaucoup de territoires qui appartenaient à Mexico. Donc, du côté des Allemands, on veut utiliser cette vieille haine entre les Mexicains et les Américains pour l'utiliser à leur profit en attaquant les Américains. Donc, évidemment, le fait de révéler à la population américaine l'existence de ce télégramme va contribuer à échauffer les esprits. Enfin, un 3e élément aussi va être mis de l'avant pour convaincre la population américaine d'intervenir dans le conflit mondial, c'est la crainte de la situation en Russie. Parce que qu'est-ce qui se passe en Russie? C'est que a lieu là-bas une révolution communiste. Alors, évidemment, le communisme, on le verra plus tard, est une doctrine qui est complètement à l'opposé de la doctrine capitaliste en vogue aux États-Unis. Alors, le président Wilson propose un engagement noble à ses citoyens. Il faut défendre la liberté et la démocratie et donc il faut intervenir dans le dossier. Sinon, qui sait ce qui va arriver en Europe si jamais la guerre se perpétue? Le communisme risque de se répandre sur l'ensemble du continent et ensuite à travers le monde. Alors donc, au travers de tout ça, les Américains ne sont toujours pas très enthousiastes à l'idée d'aller affronter les Allemands en Europe, mais la pilule commence à passer et on se résigne de plus en plus à aller se battre en Europe. Ainsi donc, en 20 mois, surtout en 1918, 4 millions de soldats américains vont débarquer en Europe, ce qui va déjouer toutes les prédictions de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie qui ne s'attendaient pas à l'ampleur de ces renforts. Alors, les Américains vont contribuer à repousser les Allemands. Mais l'Allemagne va surtout voir ses alliés l'abandonner les uns après les autres. Alors, la Bulgarie, les Ottomans et surtout l'Autriche-Hongrie, avec l'implosion de son empire, vont abandonner les Allemands les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe en Autriche-Hongrie? C'est que il y a plusieurs révolutions qui ont lieu au sein de son empire. Donc, les Tchèques, les Hongrois et les Croates déclarent leur indépendance. Alors, le 9 novembre, le Kaiser allemand, Guillaume II, enfermé dans un gouvernement de plus en plus dictatorial, doit se rendre à l'évidence et abdiquer son pouvoir, ce qui met fin à cette occasion-là à plus de 4 ans d'un conflit extrêmement meurtrier. Alors l'armistice franco-allemand est signé
le 9 octobre 1918, ce qui met fin à la guerre. Un conflit dont on n'avait jamais vu d'équivalent auparavant, un conflit extrêmement meurtrier, dont on verra les conséquences dans la prochaine capsule.